On continue avec la deuxième partie, comme nous fait les deux systèmes, tu as la régulation spinale, après nous avons la régulation supraspinale. Donc, quatrièmement, on va voir le réflexe myotatique inverse. Il faut faire deux nouvelles notions, c'est l'organe de Golgi et la fibre 1B. L'organe tendineux de Golgi, c'est un mécanorécepteur encapsulé situé dans les tendons et les aponevroses musculaires. Il est placé en série avec les terminaisons d'une partie des fibres musculaires, donc on a les fibres musculaires يكونوا جايين هكايا يكون معاهم en série كيما في physique كنا نشوفوا على التسلسل وعلى التفرع donc على التسلسل يكمل معاها. Il est placé en série avec les terminaisons d'une partie des fibres musculaires, donc on a les fibres musculaires المسك تاعنا يكون en continuité مع une partie منهم. Les autres fibres musculaires étant en parallèle. Le stimulus efficace de ce récepteur est la force contractile des fibres musculaires placées en série avec lui. Donc, la chose qui va stimuler l'organe de Golgi, ça sera la force contractile des fibres musculaires placées en série avec lui. Donc, la contractilité qui est بزاف تاع les fibres اللي يكونوا en continuité مع l'organe de Golgi هي اللي راح دير لنا stimulus تاعو وعنده un bas seuil. Donc voilà, l'organe de Golgi, il est encapsulé, donc la capsule TAO. Donc fait des fibres de collagène qui m'a la structure telle les tendons musculaires, en continuité avec une partie des fibres, ou qu'il y a les fibres l'autre qui nous parallèles. Donc il joue maintenant. L'innervation TAO, هتروح par une fibre, نعيطوا لها fibre 1B. لو كانت remarqué تاني في هاد la fibre, هاد la partie en bleu clair ou là, c'est la myéline. Donc la fibre 1B, je peux oublier, elle est myélinisée. Déjà, il faut comprendre علاش سميناه un réflexe myotatique inverse. Donc le réflexe myotatique, je connais déjà. Un réflexe myotatique, c'est la contraction réflexe d'un muscle suite à son propre étirement. Donc on a l'étirement d'un muscle, il donne la stimulation de fusionnement musculaire, etc. Et on a une contraction réflexe de le muscle. Très bien. Le réflexe myotatique inverse, c'est le contraire. C'est pas la contraction réflexe, mais plutôt le relâchement réflexe. Donc, il donne un relâchement réflexe d'un muscle en réponse à son étirement excessif. Ou là, en réponse à un stress, l'icône sur les fibres et contracteurs, l'icône en continuité avec l'organe de Golgi. Donc, pour comprendre le mécanisme, le fonctionnement de l'organe de Golgi, ندو l'exemple تاع انسان راح ينطريني في لاصال دو سبور صح لا بيرسون هادية حيكون عندها ان بوا في يدها غادي تخدم اون سيري ان سيغتان طون elle décide تزيد في البوا دونك ديزون كان يخدم 10 كيلو يسيي يرفد 15 كيلو هادوك لي 15 كيلو حيجوه تالمون تقال كي va les faire tomber بصح علاش لو كور تاعنا يطيحهم سي بور بريزيرفي لانتيغريتي تاع الموسك تاعنا دونك باش ما au lieu ça une déchirure ou l'organe de Golgi va intervenir باش يدير لنا une inhibition تاع البيسبس ويطيح هذاك لو بوا دونك عندنا لو بوا يكون ثقيل بزاف يصرى une contraction excessive l'organe de Golgi sera stimulé parce que les fibres en continuité معاهم يكونوا بزاف contractés ou le poids بزاف ثقيل etc. On aura l'excitation par la fibre la fibre 1B. Très bien. La fibre 1B qui trouve la colonne dorsale, deux collatérales. La première, elle va passer par des synapses, منهم un interneurone inhibiteur. اسمه تاني interneurone 1B. Qui fait la première partie, la fibre 1A, l'interneurone 1A, le réflexe myotatique. Le réflexe myotatique inverse, c'est la fibre 1B avec un interneurone inhibiteur 1B. Il donne l'inhibition du muscle biceps, ce qui va causer un relâchement et donc le poids est taillé. Ou comme on a les muscles antagonistes, لازم à chaque fois biceps contracté, le muscle antagoniste هيكون relâché. هنا واش درنا relâchement تاع البيسبس donc automatiquement لازم نديرو l'excitation تاع le muscle antagoniste اللي هو le triceps brachial. L'arc réflexe de ce circuit inhibiteur est semblable à celui du réflexe myotatique, يشبه له. Donc réflexe myotatique عندنا FNM fibre 1A وتروح لنا motoneuron alpha وفي l'inhibition réciproque عندنا تاني interneuron يدير لنا l'inhibition تاع المسك antagoniste. هنا تاني يشبه له réflexe myotatique inverse عندنا l'organe de Golgi la fibre 1B et le motoneuron alpha. Donc le récepteur
c'est l'organe de Golgi. Le versant afférent, c'est les fibres myélinisées 1B. La vitesse de conduction تكون بزاف rapide وعلاش parce que c'est des fibres myélinisées tout simplement. Les messages nerveux conduits par les fibres 1B atteignent le motoneuron alpha du muscle homonyme ou la agoniste en passant par un petit nombre de synapses. Donc هنايا c'est pas une connexion monosynaptique qui m'offre le réflexe myotatique, mais plutôt elle est polysynaptique. Elle a plusieurs synapses قبل ما تلحق le motoneuron alpha. En passant par un petit nombre de synapses et d'interneurones, l'action de ces fibres sur les motoneurones alpha du muscle homonyme par l'intermédiaire des interneurones, c'est une inhibition. Donc l'action de la fibre 1B qui est excitée, c'est une inhibition de le muscle agoniste. Et l'excitation de le muscle antagoniste, il n'a pas marqué عليها بزاف le cours, mais bon. Les mécanismes d'action de l'organe de Golgi. Lorsque la force exercée sur le tendon est située sous un certain seuil, donc il y a par exemple la personne, de l'exemple de la personne qui est entraînée dans la salle de sport, qui est تخدم بلي 10 kg تاعها, l'étirement du muscle biceps par la voie réflexe myotatique conduit à une contraction réflexe du muscle. Donc mazalo يخدم la série تاعو le plus normalement possible. Mais au-delà d'un certain seuil, la contraction musculaire sera inhibée. C'est pour cela qu'on parle de réflexe myotatique inverse. Le but de l'inhibition musculaire c'est de préserver l'intégrité du muscle باش ما يصرالوش l'étirement. Voilà, هذا هو l'exemple. Donc un poids comme بزاف ثقيل, étirement excessif, donc il douze le seuil تاعو, on aura l'excitation de l'organe de Golgi, la fibre 1B, des synapses لهنا بزاف, motoneurone alpha, inhibition de motoneurone alpha, relâchement du muscle agoniste. On passe à l'inhibition présynaptique. Donc, on a longtemps pensé que les influx nerveux atteignant la moelle épinière par les fibres afférentes, quelle que soit la fibre afférente, 1A, 1B, etc., sensitive, avaient des effets postsynaptiques constants. Donc, on a toujours pensé que le message, une fois la fibre afférente elle est excitée, le message dit les neurones spinaux. Et que finalement, la seule façon de modifier les entrées sensorielles était de modifier directement le stimulus. Par exemple, le réflexe ipsilatéral de flexion a un stimulus nociceptif. On a pensé que une fois que l'on a le stimulus hadak, l'excitation de la fibre afférente, le message est juste la fibre efférente. Et qu'on ne pouvait pas arrêter le message, ou l'empêcher plutôt de passer la fibre efférente, que si on avec le stimulus carrément. Donc en agissant sur le stimulus périphérique. Alors qu'en vrai, ça ne se passe pas comme ça. On a une inhibition qui est présynaptique. Donc avant la synapse qui derrière la fibre afférente mais la fibre efférente, on a un neurone qui donne une inhibition de la fibre afférente. On a là une inhibition présynaptique. Dans un arc réflexe comprenant une fibre afférente 1A intervenant du faisceau neuromusculaire du muscle biceps postérieur, la jambe. Le biceps postérieur, c'est un muscle fléchisseur de la jambe. Et le motoneurone alpha de ce muscle, donc lui-même, donc fibre afférente 1A, motoneurone alpha, un arc réflexe normal. L'étirement des fibres musculaires du muscle biceps postérieur, on aura un enregistrement d'un potentiel postsynaptique excitateur, donc PPSE, de la fibre sur le motoneurone alpha. C'est le réflexe myotatique. Donc, étirement, excitation fibre 1A, automatiquement on aura un PPSE au niveau du motoneurone alpha. Alors que si cette stimulation test est précédée d'une stimulation des fibres du groupe 1, que ce soit les fibres 1A ou les 1B provenant d'un muscle semi-tendineux, donc c'est un autre muscle, il s'agit toujours d'un muscle fléchisseur de la jambe. Nous quand dire la stimulation, stimulation dite conditionnant, le PPSE 1A obtenu au niveau du motoneurone du muscle biceps postérieur est moins ample. Donc, pour mettre les choses au clair, disons que l'arc réflexe, c'est celui du muscle biceps postérieur. Qui ndiro un étirement du muscle biceps postérieur, on aura excitation fibre 1A, on a l'électrode d'enregistrement motoneurone alpha, on va voir un PPSE. Mais le cas de la stimulation conditionnante, on dira قبل ما نديرو l'étirement تاع le muscle biceps postérieur, نديرو une stimulation تاع les fibres 1, que ce soit 1A ou 1B,
تاع l'autre muscle اللي هو le semi-tendineux. On va remarquer بلي au niveau de l'électrode تاعنا حيكون عندنا بالك un PPSE mais il sera moins ample. On a observé que cette stimulation, donc dans des études histologiques, لقاو بلي la stimulation تاع le muscle semi-tendineux n'a aucun effet direct sur le motoneuron alpha, mais plutôt l'action s'exerce sur l'élément présynaptique. Donc elle agit sur quoi? Sur la fibre 1A, t'as le muscle biceps postérieur. On parle de filtrage des entrées sensorielles. وعلاش عندنا هذا le filtrage des entrées sensorielles parce que حنا دوكا رانا نقراو réflexe par réflexe وكل حاجة séparée et tout. Mais في la vraie vie, genre كي تروح في le corps humain, هاد les réflexes كاع داخلين في بعضهم. Donc un seul muscle نلقاو فيه le FNM, l'organe de Golgi, la cellule de Renshaw, نلقاو فيهم كلش. Donc le motoneuron alpha حيكون عنده des afférences de partout. Donc عنده بزاف عفايس اللي يقدروا يستيمولوه ولا ينيبيوه. Donc il a besoin pour fonctionner باش يعرف وشنو هي la commande qu'il va prendre, لازم له un filtrage. Maintenant on va passer le contrôle supraspinal des réflexes médulaires. Dans des conditions physiologiques normales, l'influence de l'encéphale sur la moelle est facilitatrice ou inhibitrice. Facilitatrice ou la excitatrice ou la potentialisatrice, هادو كامل تسمى ديرنا une excitation, donc elle facilite l'abs. Inhibitrice, ديرنا l'inhibition. Donc ces deux actions sont en constant équilibre. Toute violation de cet équilibre, donc il y a toujours un équilibre entre la facilitatrice ou l'inhibitrice. Toute violation de cet équilibre, donc لو كان وحدة تطلع فوق الأخرى حيكون عندنا un dysfonction des voies réflexes aboutissant à une hypotonie إذا كانت l'inhibitrice أكثر من la facilitatrice تصرى لنا une hypotonie. والhypertonie تصرى كي تكون la facilitatrice ولا l'excitatrice أكثر من l'inhibitrice. soit supprimer كامل l'inhibitrice soit la facilitatrice كانت طالعة أكثر منها. Ces mécanismes de contrôle ont été étudiés par des expériences, stimulation-section, c'est juste une méthode d'étude. Donc on commence par la spinalisation. C'est quoi la spinalisation? La spinalisation consiste en une section de la moelle au niveau de sa jonction avec le tronc cérébral afin de faire disparaître toute liaison et tout contrôle de l'encéphale. Elle en résulte ce qu'on appelle un alignement spinal. Tu vois هذاك القط اللي درنا له قطعنا تاع la moelle épinière séparينا la moelle épinière من les structures supérieures. C'est exactement ça. Donc نديرو section de la moelle épinière من l'encéphale ou bien les structures les foraux. L'animal spinal, on va l'utiliser notamment dans des recherches sur les réflexes médulaires et sur l'autonomie de la moelle épinière. Donc, نخلو la moelle épinière وحدها, نديرو لها une déconnexion des structures supérieures, ونشوفو l'autonomie تاعها واش elle contrôle واش لا. Comme il a été démontré par Sherrington, la moelle épinière est un centre nerveux autonome à part entière. Centre nerveux تاع واش؟ تاع les réflexes médulaires اللي شفناهم, myotatique ou ipsilatéral de flexion. Elle n'a en théorie pas besoin d'intervention de l'encéphale pour mener bien sa fonction réflexe. Donc les réflexes, même chez un animal spinal, on a obtenu le réflexe ipsilatéral de flexion. Or, nous allons voir que les centres supérieurs exercent un certain contrôle sur les réflexes médulaires. Donc, ça, les réflexes, ils ont été conservés chez l'animal spinal qui donne le réflexe ipsilatéral de flexion, mais on va voir les structures supérieures ou les centres supérieurs ont un certain contrôle, le contrôle supraspinal. Donc, une fois qu'on a la spinalisation, on a un animal spinal, on a les effets qui dans la spinalisation. Immédiatement après une spinalisation, on en assiste à un phénomène bien spécifique, le choc spinal. Donc, une fois qu'on a la séparation de la moelle épinière, on aura un état, le choc spinal. C'est un état pathologique qui se caractérise par une aréflexie, donc abolition des réflexes, et une atonie musculaire, donc une hypotonie camel, donc les muscles ils seront relâchés. La durée et la gravité des symptômes dépendent de l'importance de l'encéphale chez l'espèce synonyme. Pour l'homme par exemple, le choc spinal dure entre 6 semaines et 3 mois. Fait les 6 semaines et 3 mois, on va passer par plusieurs étapes. Mais immédiatement après une spinalisation, je vais oublier qu'on a un état de choc spinal, une abolition de les réflexes et une atonie musculaire. Les muscles ils seront relâchés. Les causes, le choc spinal est dû à une suppression brutale, donc c'est pareil, non? Suppression brutale des influx supraspinaux facilitateurs. Donc les
Les influx اللي كانوا يديروا لنا le tonus musculaire ou la posture et tout هادو كامل ils sont supprimés. Donc ندخلوا في l'état de choc spinal. En effet, il existe certains faisceaux descendants, qui le faisceau réticulospinal médian, qui facilitent ou la potentialisent les réflexes et le tonus musculaire. Donc, on a des faisceaux ou des voies de conduction liées les centres supérieurs vers la moelle épinière. L'idée a une potentialisation des réflexes ou le tonus musculaire. Une fois dans la spinalisation, on a le choc spinal, parce que supprimer les influx facilitateurs. Maintenant, on va voir la récupération. Donc, une fois qu'on a le choc spinal, il est immédiatement après la spinalisation. Mais la période qui va suivre, on aura une récupération progressive. Donc, je vous sera étape par étape. La moelle reprend peu à peu ses fonctions réflexes de manière autonome. Donc, elle est séparée de collège. Progressivement, on a réapparition d'abord des réflexes de flexion, ensuite des réflexes d'extension. Donc, on a une récupération des réflexes, parce qu'on a les réflexes dépendent de la moelle, عندهم juste une régulation اللي تصرى من الفوق. Donc les réflexes يعاودوا يولوا بالعقل progressivement. On va remarquer que les réflexes de flexion يبداو يبانوا قبل من les réflexes d'extension. Donc le réflexe ipsilatéral de flexion, qui est dû à une stimulation nociceptive, ne remarquez chez l'animal spinal avant de remarquer les réflexes d'extension. Chez l'homme, le choc spinal dure autour de 6 semaines et suit les phases suivantes. On a de 6 semaines à 3 mois, puis 12 par des phases de récupération. La phase Lula, c'est la période d'activité lente de Babinski. Durant cette période, une stimulation très faible, donc il y a une stimulation réelle, on a une réponse réflexe ample et diffuse. Donc, ample, l'amplitude est le mouvement de contact, et diffuse, maintenant, les muscles. Les réflexes évoluent comme suit. Donc, on va voir le signe de Babinski. Le signe de Babinski, c'est un signe clinique. Lorsqu'on gratte la plante des pieds avec une pointe mousse, on note une flexion des orteils. Donc chez la personne physiologique ou l'état physiologique, qui déroule le grattement à la plante des pieds, on aura la réponse normale, c'est la flexion des orteils. Lors d'un signe de Babinski, il se produit une extension des orteils. Donc cliniquement, on va gratter la plante des pieds, on aura une extension des orteils, le signe de Babinski. Le signe de Babinski, il est caractéristique d'une atteinte du faisceau pyramidal. Quand on fait la clinique, on va gratter la plante des pieds, on aura une extension des orteils. On peut la personne a un signe de Babinski. Le signe de Babinski, la valeur sémiologique, c'est une atteinte du faisceau pyramidal. C'est la période d'activité lente. La deuxième des choses, ça sera l'apparition d'un réflexe de retrait de jambe par triple flexion. Donc flexion cheville, genou, hanche, de façon brusque et rapide suite à une stimulation douloureuse. Cette année, on va remarquer l'apparition d'un réflexe d'extension croisé. Donc lors d'un réflexe ipsilatéral de flexion, on note une hyperextension du membre contralatéral. Tu vois l'inhibition réciproque. Le réflexe ipsilatéral de flexion qui donne l'exemple d'une personne qui a un stimulus douloureux. Et on a noté qu'il a des effets inverses le membre contralatéral. Donc, par exemple, le membre droit, une stimulation du fléchisseur le membre droit, et une inhibition du fléchisseur le membre gauche. Ou le membre droit, il y a une inhibition de l'extenseur de la jambe. Le membre gauche, il y a une stimulation de l'extenseur de la jambe pour maintenir l'équilibre de la personne. Dans le cas de la signalisation, la période lente de Babinski, on aura un réflexe d'extension croisé, on va noter fait une hyperextension. On aura donné l'apparition d'un réflexe de masse, donc suite à une stimulation nociceptive cutanée par exemple, on note une contraction ou un relâchement des muscles qui n'ont aucun lien apparent avec la stimulation et touchant surtout les sphincters striés. Donc, on a une stimulation nociceptive, on va remarquer que la personne elle aura des incontinences, donc elle va uriner ou elle aura des incontinences fécales, alors que les muscles sphincters, les normalement de la vessie ou le rectum, ont le réflexe. La période de Babinski, donc, un petit stimulus faible, il y a un réflexe ample et diffuse.
هيجوز par plusieurs étapes d'évolution. La première, c'est le signe de Babinski, il y a l'extension des orteils, le grattement de la plante des pieds. On va dans l'apparition des réflexes de retrait de la jambe par triflexion, donc ipsilatéral de flexion. On aura une hyperextension du membre contralatéral. On aura donné un réflexe de masse, où on a des incontinences, ou la stimulation des sphincters striés. La deuxième étape, c'est la réparation des réflexes myotatiques, donc les réflexes d'extension. Ces derniers seront très vus, donc l'amplitude des réflexes d'extension par rapport à une personne normale. Par exemple, le réflexe rotulien, on va remarquer que l'extension de la jambe est كبيرة. Après, on va remarquer qu'il y a une activité d'extension statique. Donc, à partir du 6e mois, on note une contraction presque permanente, donc tonique, des muscles extenseurs. On a l'hypertonie. Donc, spinalisation, on aura choc spinal, la période d'activité de Babinski, on aura une réapparition des réflexes myotatiques. La période lente de Babinski, une réapparition des réflexes ipsilatérales de flexion due à un stimulus nociceptif. On aura la réapparition des réflexes myotatiques. مور هادو كامل حتكون عندنا une extension statique يعني les muscles extenseurs حيكونوا contractés presque tout le temps, donc une contraction presque permanente tonique des muscles extenseurs, c'est l'hypertonie. La décérébration, donc la spinalisation, c'était la séparation de la moelle épinière des structures supérieures. La décérébration, ça sera la rupture de toute liaison entre le cerveau et les structures sous-jacentes. Donc, le tronc cérébral, c'est ça la différence. Donc, par exemple, une spinalisation, la moelle épinière normale, on va la séparer les structures supérieures. Par contre, la décérébration, compte sur deux niveaux. Donc, on va séparer l'encéphale, le tronc cérébral ou la moelle épinière. La différence, c'est que la moelle épinière est en contact avec le tronc cérébral. Donc, la section peut se faire à deux niveaux. Donc, soit une section intercolliculaire, donc entre les collicules, c'est ça la section intercolliculaire, ou là, une section transrubrique, donc à travers le noyau rouge du mésencéphale, ou en dessous de lui, donc à ce niveau. Qui dit la décérébration, on va remarquer directement une rigidité de décérébration. L'animal décérébré souffre de ce qu'on appelle une rigidité de décérébration. C'est un ensemble de signes neuromusculaires dû à une absence de contrôle des fonctions médulaires. Elle est caractérisée par une hypertonie des réflexes extenseurs. Donc, les muscles extenseurs ils seront contractés. Des réflexes myotatiques vifs ou l'amplitude et une dépression des réflexes de flexion. Donc les réflexes de flexion, chez l'homme, en cas de décérébration, le corps apparaît hypertonique avec les muscles extenseurs totalement tendus. Il est généralement crampé vers l'arrière parce que les muscles de la colonne vertébrale est contractée. La nuque contractée, la tête vers le haut, les poignets fermés et les bras le long du tronc. Les jambes sont plus souvent jointes et les pieds rétrofléchis. Donc c'est ça la position. Comme les muscles extenseurs sont en contraction. Caractère et mécanisme. Cette rigidité est due, comme expliqué précédemment, à une absence de contrôle des fonctions médulaires. Ce contrôle se fait notamment sur le motoneurone gamma, parce que les motoneurones gamma ont une dépendance des structures supérieures. Donc, une fois le contrôle, la décérébration va induire une exagération du tonus muscle antigravitaire, généralement les extenseurs, par hyperactivité de ces motoneurones. Donc, les motoneurones gamma sont hyperactifs. Le motoneurone gamma aussi l'étirement de la partie équatoriale du fuseau neuromusculaire, excitation de la fibre 1A. La fibre 1A va exciter le motoneurone alpha, induite par la plaque motrice, contraction du muscle. La section de la racine dorsale fait disparaître la rigidité. Parce que disons que dans la spinalisation et que le motoneurone gamma il est hyperactif. L'excitation de motoneurone gamma, واش راح يدير la contraction de la fibre intrafusale. Donc la partie équatoriale elle sera étirée. Excitation de la fibre 1A, mais on a une section de la racine dorsale. Donc le message de la fibre 1A باش تروح تكسيتي لنا الموتونيرون الفا اللي درنا la contraction, mais juste parce que la racine dorsale elle est sectionnée.
Donc la rigidité, elle va disparaître. On n'aura pas le passage du message nerveux, la fibre 1A, le moton neurone alpha. Donc on n'aura pas de contraction, t'as les muscles extenseurs et les antigravitaires. Donc la rigidité تروح, tout simplement. هذا شو يقولنا لهنا. Donc parmi les moyens de contrôle spinaux de réflexe médulaire, il y a la boucle gamma, en plus de son innervation sensitive. Le fuseau neuromusculaire possède une innervation motrice par les motoneurones gamma. Ces neurones stimulent la contraction des extrémités des fibres intrafusales, causant l'étirement de la partie centrale. La partie centrale a l'excitation les fibres 1A, ou par action réflexe, elle stimule les motoneurones alpha, assurant la contraction des fibres extrafusales. Cela permet de maintenir à tout moment une contraction basale et encore un état de facilitation des motoneurones alpha. C'est le principe du tonus musculaire. Donc c'est pour ça qu'il y a une exagération de l'activité du motoneurone gamma, on aura bzaf l'activité du motoneurone alpha, ce qui va causer une hypertonie permanente. Donc, les mécanismes de la rigidité. La décérébration induit un déséquilibre entre les influences facilitatrices et les influences inhibitrices. Et ce, au profit des facilitatrices. Voilà. Parce que la décérébration, ça on a sur deux niveaux. Maximum, ça sera à ce niveau. واش يدير لنا une suppression تاع هاد la voie وتاع هاد la voie. Parce que نحينا le soma cellulaire. Donc, نحينا la voie اللي تجي من le cortex cérébral qui est une voie inhibitrice. وتاني نحينا une voie اللي جايه اللي elle démarre le noyau rouge qui est aussi une voie inhibitrice. Par contre, la voie تاع le noyau vestibulaire اللي démarre le noyau vestibulaire يكون تحت وين نديرو la décérébration. Donc, il n'est pas touché. Donc, la voie excitatrice هادي راح تقعد. Elle sera intacte ما يصرالها والو. وتاني la voie اللي تجي من la formation réticulée stimulatrice حتكون تاني انتاكت ما حيصرالها والو. دونك واش يكون عندنا suppression تاع l'inhibitrice و suppression تاع la deuxième voie inhibitrice ou les deux voies qui vont stimuler حيقعدوا. Donc elle induit un déséquilibre entre les deux voies facilitatrices et inhibitrices au profit des facilitatrices, d'où cette rigidité. عندنا les voies excitatrices يمشوا l'inhibitrice là, on aura une rigidité caractéristique de la décérébration. Il a été déduit suite à cela que les structures inhibitrices se situent dans le tronc cérébral. Donc, l'étude تاعنا elle est basée sur une méthode d'étude liée à stimulation section. Donc, à chaque fois qu'on a une stimulation section, on نزيدو نطلعو نعاودو نطلعو نزيدو نطلعو نسكسيونيو ونديرو stimulation. Cela a bien été mis en évidence par les expériences de section étagée. La section étagée, c'est ça, genre. À chaque fois, نطلعو في l'étage اللي نديرو فيه la section ونشوفو les voies واش من voies on va supprimer واش من حاجة اللي حتكون. دونك هنا حنشوفو les voies اللي كنا نهضرو عليهم هادوما اللي شفنا لو شيما تاعهم. حنشوفو l'origine تاعهم le trajet تاعهم و تاني la terminaison. هادوما شغل ما فيهاش explication كبيرة, c'est juste الحفاظة. Le faisceau cortico-réticulo-spinal, l'origine تاعو c'est le cortex moteur, من بعد يروح يدير une synapse au niveau de la réticulée bulbaire. C'est des structures اللي جايين في le tronc cérébral. Le trajet اسمه faisceau longitudinal latéral. La terminaison c'est toujours les corps cellulaires des motoneurones. Donc كاع les terminaisons تاعهم يروحوا les corps cellulaires تاع الموتونeurones. Une question, واش من motoneuron هذايا باينه بلي الموتونeuron gamma parce que قلنا هو اللي عنده une dépendance les structures supérieures. Donc, la deuxième voie inhibitrice, c'est le faisceau rétrospinal. L'origine تاعو c'est le noyau rouge, rubro, علاش سميناه rubro. Noyau rouge تاع المésocéphale. Le trajet, c'est le faisceau rétrospinal latéral toujours. Terminaison corps cellulaire motoneuron. Les influences excitatrices, عندنا زوج تاني. Réticulospinal اللي تبدا من la réticulée pontine, donc le pont. Le trajet, c'est le faisceau longitudinal médian. Donc les deux inhibitrices latérales. Ou le réticulospinal qui est une voie excitatrice, il est médian. Le faisceau vestibulospinal, l'origine c'est le noyau vestibulaire latéral, ou les noyaux de Deiters. Le trajet partie latérale du cordon postérieur. Donc, le cordon postérieur, la terminaison du corps cellulaire de motoneuron. Donc, on remarque dans ce schéma que la section de la décérébration, elle va abolir les influences inhibitrices, qui m'a dit le soma le noyau rouge, ou la voie qui est le cortex cérébral. Les deux voies inhibitrices, et maintient les influences excitatrices. Elle ne touche pas les voies excitatrices
expliquant ainsi de façon claire la rigidité observée. Par contre, en cas de décortication, section plus crânienne, donc elle est déjà plan plus crânial à l'oral, il y a une atteinte des voies motrices extrapyramidales qui sont sous la dépendance du noyau gris de la base. Le patient a une position caractéristique dite en flexion, les coudes poignets fléchis, bras le long du tronc, le membre inférieur en extension. Je pense pas que c'est très important la décortication. L'essentiel, c'est pas où ça la décérébration. Les différentes voies descendantes. Donc, le système latéral exclu par la décérébration. Ces faisceaux contrôlent les muscles distaux, donc les muscles de la jambe et tout. عندنا الفيسو rubrospinal اللي يبدا من النويو rouge. وعندنا الفيسو cortico-réticulospinal ولا réticulospinal bulbaire inhibiteur اللي يبدا من le cortex moteur ويدير une synapse au niveau de la réticulée bulbaire. هذا le système latéral parce que يخيقوا لنا في les voies تاعهم le trajet تاعهم دايما latéral. Le système médian, il est épargné par les décérébrations. Ces faisceaux contrôlent les muscles proximaux axiaux, donc les muscles, le membre supérieur ou le thorax et tout. On a le faisceau vestibulospinal latéral de Deiters, qui est la voie, c'est une voie excitatrice. On a le faisceau réticulospinal pontin facilitateur, ou le faisceau tectospinal, qui est les tubercules quadrijumeaux. Conclusion. Connaître les différents circuits neuronaux mis en jeu dans l'activité réflexe ainsi que son contrôle spinal segmentaire, parce que le quand remarqué le corps, la régulation segmentaire. On n'a pas parlé des régulations ni entre les segments. Et supraspinal permet de mieux comprendre les mécanismes de la locomotion, la posture et les réflexes de protection. Les connaissances acquises dans ce domaine nous permettent également d'expliquer les mécanismes physiopathologiques mis en jeu dans certaines lésions du système nerveux central. Et je vous remercie.